Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce live. On va parler du debug de code JavaScript. Vous allez voir, c'est très pratique et ça permet de trouver les problèmes très rapidement. Alors pour commencer, bon, on va faire quelques lignes de code toutes simples. Par exemple, on va faire un let A égale 5, let B égale 10, console let C égale A plus B et console.log C. Donc ça c'est très basique, normalement vous devriez le comprendre assez facilement. On attribue une valeur 5 à A, 10 à B, on fait C égale A plus B, donc ça devrait faire 15, et ça devrait nous afficher 15 dans la console. Alors j'ai déjà prévu le HTML dans lequel on a le script qui est chargé. Je vais ouvrir ça dans un dans un navigateur, ici, donc un Chrome. Donc la page est blanche, il n'y a rien sur le HTML. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les outils de développeur. Donc déjà, on voit qu'on a le 15 qui s'affiche dans la console, c'est bon signe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inspecter un petit peu qu'est-ce qui se passe pour que ça nous affiche 15. Donc c'est dans script.js. Ici, on arrive sur le script en lui-même, alors dans l'onglet source. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre ce qu'on appelle un point d'arrêt. Le point d'arrêt, ça se met sur un numéro de ligne. On a le numéro de ligne qui s'affiche ici à gauche. Il suffit de cliquer dessus et on a le point d'arrêt qui est mis. Quand le code va s'exécuter, en fait, il va se mettre en pause sur l'exécution du code à la ligne où on a mis le point d'arrêt et il va attendre qu'on lui dise quoi faire. Alors attention, là le code s'exécute au moment où on charge la page, donc pour qu'il s'exécute, il faut recharger la page, donc je vais faire un F5. Là on recharge la page et on voit qu'on est en point d'arrêt, la ligne s'affiche en vert. Ce qui est pratique une fois qu'on est en point d'arrêt. Alors déjà on voit le breakpoint qui est ici, il est identifié dans script.js ligne 1. Ce qui est pratique, c'est que je peux passer ma souris sur les éléments pour voir quelle est leur valeur. Alors là pour l'instant il n'y a aucun élément qui a aucune valeur, donc ça ne fait rien. Mais on va y revenir juste après. Et on a une barre d'outils ici en haut à droite avec plusieurs boutons qui permettent de dire les actions qui doivent être réalisées par rapport au debug. Donc, par exemple, si on prend la flèche bleue, ça fait resume script, c'est-à-dire qu'il va reprendre l'exécution du script et il va s'exécuter normalement jusqu'à ce qu'il ait fini ou qu'il tombe sur un autre point d'arrêt, auquel cas il s'arrêtera. On a le mode pas à pas, c'est celui-là qu'on va utiliser, qui est pratique parce qu'en fait, il exécute l'instruction en cours et il se met en pause sur l'instruction suivante. Donc là, par exemple, si je clique sur le mode pas à pas, le step over, il m'exécute la première ligne et il se met en pause sur la deuxième ligne. Une fois que la première ligne a été exécutée, la variable A a été affectée. On le voit d'ailleurs ici au niveau du script, on voit les variables qui existent. Et je peux passer ma souris au-dessus pour voir que A vaut 5. On peut aller un petit peu plus loin aussi en sélectionnant une variable et en faisant clic droit, Evaluate Selected Text in Console, dans lequel cas la console s'ouvre et il exécute la variable A et il nous retourne bien que la variable vaut 5. Je vais continuer un petit peu le step, je vais le faire une fois de plus. Là, la variable B a été définie, elle vaut 10. Et pour vous remontrer la sélection, parce que là, on peut passer la souris sur B, on voit que ça fait 10, on peut passer la souris sur A, on voit que ça fait 5. Mais si on veut voir le résultat de cette instruction, on peut sélectionner l'instruction complète, faire clic droit, Evaluate Selected Text in Console, et là on a le résultat de A plus B qui est 15. Et si je fais à nouveau un pas à pas, on voit bien que c'est la valeur, c'est 15, et on va faire un console log du coup, dans la console, ça affiche 15. Ça, c'est le debug de base. Les points d'arrêt et le pas à pas ou résumé exécution script. Pour vous montrer un petit peu, si je mets deux points d'arrêt ici, enfin, je vais en mettre qu'un seul déjà pour commencer. Je recharge la page, je suis ici. Si je fais continuer, il continue et il m'affiche le 15, il est allé jusqu'en console log. Si j'en mets un deuxième ici, je recharge la page, je suis en arrêt ici, je fais résume, il va s'arrêter au suivant. C'est toujours dans l'ordre d'exécution du script, hein, c'est pas dans l'ordre de lecture de la page. Il faut penser au callback. C'est là où on va en venir. Au niveau des callbacks, j'ai prévu une petite fonction Ajax. Alors c'est juste l'envoi d'une requête Ajax, vous connaissez peut-être le fetch, ça fait à peu près la même chose. Ce que j'ai ici, c'est juste simplifié, mais ça va nous aider à voir un peu le debug. L'idée, c'est qu'on crée une requête HTTP, on prévoit un événement sur lequel je vais revenir juste après, on prépare l'envoi de la requête HTTP avec la méthode get vers l'URL qui a été précisée en paramètre, et on envoie la requête. Une fois que la requête est envoyée, il y a le onReadyStateChange qui s'applique. C'est un événement qui va s'exécuter à chaque fois que l'état de la requête va changer. Et du coup, à chaque fois que l'état de la requête change, on passe ici. Il faut savoir qu'il y a 5 états de requête. Il y a le 0, 1, 2, 3 et 4.
Le 0, c'est quand on a tout juste créé la requête. Le 1, c'est de mémoire le open. Le 2, c'est le send. Le 3, c'est quand le serveur nous répond qu'il a bien reçu la demande et qu'il va nous envoyer une réponse. Et le 4, c'est quand la réponse a été reçue. Donc ici, c'est pour ça que j'ai prévu un ready state à 4 et un statut à 200 pour dire bah, je vais faire quelque chose quand la requête est terminée et que le statut est OK. Et ce que je vais faire, bah, je vais juste faire un resolve pour renvoyer ma réponse. Donc je vais aller utiliser ça. Alors j'avais préparé le petit code ici qui va bien. Donc j'appelle la fonction Ajax, je lui passe une URL que je veux appeler, et je prévois un zen pour récupérer le résultat de la requête et pouvoir en faire quelque chose. J'ai enregistré ça. Je vais aller dans mon code. Là, je vois que cette fois-ci, dans le console log, j'ai plein de trucs. Alors là, l'URL, c'est une API que j'ai sur Training Dev et qui permet de retourner la liste de tous les événements à venir. Si je reprends un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure, je vais mettre un point d'arrêt ligne 1. Quand je vais recharger ma page, on est donc en arrêt ici. Si je fais du pas à pas, là, le truc, c'est qu'il va directement passer à la fin, parce que ça, c'est une promise. En fait, c'est un callback. Cette fonction-là ne va être appelée que quand cette fonction-là est terminée et qu'elle nous renvoie quelque chose. Donc le pas à pas passe bien à la fin, il passe pas à l'intérieur du callback. Et si je fais continuer, du coup, voilà, je vois pas ce qui se passe. Dans ces cas-là, on peut mettre un point d'arrêt ici, directement à l'intérieur. Et là, quand je vais recharger ma page, je suis en arrêt ici. Je fais un pas à pas, je passe en dessous. Si je fais continuer, il va s'arrêter au moment où j'arrive ici dans l'exécution. Là, je peux voir le data, donc ce qui m'a été retourné par l'exécution du code. Et c'est du JSON. Et voilà. Le truc aussi, c'est qu'il y a d'autres boutons que je voulais vous montrer justement. Si on recharge à nouveau la page, on est en point d'arrêt ici. Et là, on a un bouton, les deux boutons qui sont suivants, c'est le step into et le step out. C'est comme le step over. La nuance, c'est que le step into va aller rentrer à l'intérieur d'une fonction s'il y a une fonction appelée. Là, par exemple, on appelle la fonction Ajax. Si je fais un step, on a vu qu'on passait directement en dessous. Si je fais un step into, il va aller en debug à l'intérieur de l'appel de la fonction Ajax. Ce que je vais faire tout de suite, je clique ici, je me retrouve en debug à l'intérieur de ma fonction. Le step out, c'est le contraire, c'est je suis à l'intérieur d'une fonction, je vais remonter au niveau au-dessus, donc celui qui a appelé la fonction, et si je clique dessus, je me retrouve ici, à l'endroit qui a appelé la fonction, à la ligne suivante, une fois que la fonction est terminée. Enfin, qu'elle a été appelée en tout cas. Donc ça peut être assez pratique. Un autre truc aussi, c'est par exemple ici, on va mettre un point d'arrêt ici. Si je recharge la page, ça va s'exécuter et il s'arrête la première fois que l'état a changé, on est passé à 1, donc quand la requête est open. Moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est quand on arrive à 4. Donc, je vais faire continuer. Et là, on arrive au 2. Mais ça me va toujours pas. Je vais faire continuer. On arrive au 3. Je vais faire continuer. On arrive enfin au 4. Là, on arrive sur ce qui m'intéresse. Au final, j'ai perdu du temps. Et encore, il n'y en a que 4. Si jamais on travaille, par exemple, sur un tableau avec 10 000 entrées et qu'il y a une entrée en particulier qui nous intéresse, on peut le faire 5000 fois avant de tomber sur la bonne. Ce qui n'est pas nécessairement pratique. Dans ces cas-là, on peut faire ce qu'on appelle un point d'arrêt conditionnel. En fait, au lieu de faire juste un clic pour créer le point d'arrêt, on fait clic droit, add conditional breakpoint, et là on doit écrire une expression, et en fait le point d'arrêt ne va se déclencher que si cette expression est respectée. Là par exemple, je vais mettre this.ready state égale 4, je fais entrer, le point d'arrêt cette fois-ci est en orange et pas en bleu. Je vais recharger ma page, hop, et là il ne s'arrête pas. Ça y est, donc là il s'est arrêté. Et là, si je regarde, c'est la première fois qu'il s'arrête dessus sur cette exécution, vu que j'ai rechargé. Et là, le ready state vaut 4. Donc on est directement tombé sur la valeur qui nous intéressait. Donc ça peut être très pratique aussi dans certains cas, pour éviter de perdre du temps à faire des continués jusqu'à tomber sur le bon cas qu'on veut tester. Il y a d'autres choses à voir aussi au niveau du debug. Il y a par exemple les watch. Alors je vais supprimer ceux que j'ai déjà. Ces watch, ils permettent de regarder des expressions. Donc on peut mettre par exemple l'expression... je sais pas, on va mettre A. Zut, A n'existe pas, donc il en a pas voulu. Hop, voilà. Je vais revenir sur mon code, je vais changer un peu le code, je vais revenir sur ce que j'avais fait avant. Ouais. Je vais faire let's A égale 5, et je vais faire A égale A plus 3. Et après, je vais me faire let's B égale A. Et A plus plus, et plus plus 1. Voilà. La totale avec un console.log
A à la fin. Donc A vaut 5, je lui rajoute 3, ça va faire 8. Je mets cette valeur dans B, ça servira à rien, mais c'est pas grave. Je fais un plus plus, donc ça vaudra 9, et ensuite je fais un plus plus, ça vaudra 10. Hop. Si je retourne sur l'exécution de mon code, au niveau du script, je vais mettre un point d'arrêt ici. Là, à ce moment d'exécution, la variable A n'est pas définie, donc elle est en not available. Si je fais un pas à pas, il va tout de suite se mettre à jour et me dire que la variable vaut 5. Et si je refais un pas à pas, là il va me dire 8, etc., 9 et 10. Donc là en fait, cet inspecteur, il permet de suivre une variable et il va se mettre à jour au fur et à mesure que la variable change dans l'exécution du code. Ça peut être très pratique pour suivre justement l'évolution d'une variable quand elle peut beaucoup changer par rapport à ce que vous faites. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Le scope, ce sont les variables qui sont dans la portée dans laquelle on se trouve actuellement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile à comprendre quand on débute en JavaScript. C'est qu'il y a une notion de portée. Donc une variable est définie dans une portée, elle est valable que dans cette portée. Et si on sort de la portée, à ce moment-là, elle n'est plus valable. C'est ce qu'on appelle le scope. Alors on a le scope script, on a le scope global, et si on avait des fonctions, on aurait aussi le scope des fonctions. Et ça permet donc de voir, quand on est en exécution dans une fonction, quelles sont les variables qui sont disponibles dans l'exécution de cette fonction. Ça peut être très pratique aussi. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais faire une fonction addition avec A et B. Return A plus B, quelque chose de simple. On va définir un let x égale 10 et un let y égale 20. Et on va appeler la fonction addition x plus y. Hop, je retourne sur ma page, je recharge la page. Alors là, le point d'arrêt est mal placé. Donc là, si je regarde le scope, actuellement, j'ai rien. J'ai x et y qui sont prévus, mais qui sont undefined. Si je fais du pas à pas, hop, je vais replier cela. On voit d'abord que le x est défini, puis le y est défini. Et quand j'appelle ma fonction addition, je vais me mettre en pas à pas rentrant pour rentrer à l'intérieur. Là, je vois du coup qu'au niveau du script, j'ai les variables x et y qui existent. Par contre, au niveau local, c'est-à-dire dans ma fonction, je n'ai que les variables a et b qui existent. D'ailleurs, j'ai fait x plus y, virgule. Hop, je recommence. Donc là, j'ai bien a et b qui sont définis en local, et x et y qui sont définis au niveau du script. Donc ici, dans l'exécution de ma fonction, si je demande x, ça va me l'afficher. Si je demande a, ça va me l'afficher aussi. Par contre, une fois que je suis sorti de la fonction, si je redemande x, il existe toujours. Si je demande a, là, il ne veut même pas me le proposer parce que la variable n'existe plus. On est sorti de la fonction, on est sorti du scope, et du coup, la fonction n'existe plus. Donc ça, très pratique pour pouvoir inspecter quelles variables sont disponibles à quel moment d'exécution. Ensuite, on a la call stack. Ça permet de voir aussi qu'est-ce qui est appelé à quel moment. Si je reprends ce que j'avais fait ici, je vais déjà le faire avec ça. Hop, je reprends. Hop, là, dans la call stack, en fait, on voit tout en haut, c'est le niveau le plus bas de là où on se trouve. Donc là, il me dit que je suis dans la fonction addition et je suis à la ligne 2. Donc c'est ici. Et la call stack, elle remonte aussi les appels précédents. Donc je le vois en fait que ça a été appelé par le script JS ligne 7. Donc ce qu'il trouve ici, c'est cette fonction qui a appelé ma fonction addition. Et c'est cet appel-là qui fait que je me retrouve ici. Donc on retrouve en fait toute la pile d'appels. Là, on n'en a que deux, mais on peut en avoir beaucoup. On peut avoir un code qui appelle une fonction, qui appelle une autre fonction, qui appelle une autre fonction, qui appelle une autre fonction, etc. Et du coup, on est capable de retrouver toute la pile d'appels pour remonter l'origine de l'appel, d'où il vient, et voir dans toute la pile d'appels où peut se situer un problème. Voilà. Ça fait déjà pas mal d'éléments. Alors, je vais vous montrer quand même rapidement avec ce code-là, parce que c'est pratique aussi de voir à travers les fichiers. Si je reprends ici, je suis en debug ici, ma call stack, je retrouve du coup pas mal de choses cette fois-ci, parce qu'il y a des fonctions dans des fonctions. Je vois en fait le niveau le plus bas, c'est ici, c'est cet appel-là. Donc c'est ça qui a démarré l'appel, l'exécution qui est en cours. C'est le Anonymous ligne 1, donc c'est l'appel à la fonction Ajax. Cet appel, il a déclenché ici la fonction Ajax. Cette fonction Ajax, elle a déclenché la promise. Et la promise a déclenché le on... Ah non, c'est passé par le send, et c'est le send qui a déclenché le onReadyStateChange qui fait que je me retrouve en exécution ici.
Donc je retrouve toute ma pile d'appels. De la même façon, ici, on retrouve dans le scope le local, donc c'est le XML HTTP request, la variable que j'ai définie ici, qui vaut this, parce qu'on est à l'intérieur du resist exchange. Si on était ici, ce serait pas this, mais request. Et on a les closures, ça ce sont les fonctions qui sont à l'intérieur des fonctions, et ça permet de retrouver un petit peu. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'à chaque fois on retrouve du coup le nom du fichier et la ligne, et quand on clique dessus, ça nous repositionne directement là où se trouve cet appel-là. Il y a la même chose dans la console d'ailleurs, il y a assez peu de personnes qui s'en servent et c'est bien dommage. Quand on a une erreur, par exemple, je sais pas, je vais faire une erreur, mais je ne sais pas quoi. Hop, une fonction qui n'existe pas. Là, si j'exécute ma page, il m'affiche que j'ai une erreur. J'ai une erreur dans la console, uncaught référence error, resolve is not defined. On se dit, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? En fait, on a ici la fonction là où elle était déclenchée. Et on peut cliquer directement dessus. Si je suis sur un autre fichier, je vous montre, je clique directement dessus et ça me redirige dans le fichier à la ligne où l'erreur s'est produite. Et en plus de ça, quand on déplie, on a la call stack. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure, on retrouve toute la pile d'exécution. Et qu'est-ce qui a appelé cette fonction-là qui a déclenché un problème à la fin? Donc si je clique ici, je me retrouve sur le Ajax l'appel d'origine, puis cet appel de promise, puis le send, puis enfin le resolve. Voilà. On a fait un petit peu le tour des éléments de base pour débugger du JavaScript, ça fait déjà pas mal de choses. Il y a un petit truc en plus aussi qu'on peut utiliser, c'est directement dans l'onglet Elements. On peut avoir par exemple des éléments qui changent avec le JavaScript. Et ça peut être pratique de savoir qu'est-ce qui change cet élément, parce qu'au final on peut avoir plein de codes JavaScript qui viennent changer cet élément, mais on ne sait pas ce qui fait que cet élément apparaît comme ça au final, et c'est pas pratique. Par exemple, si je fais une div id égale test slash div, hop, et dans mon script, je vais faire un document.query selector dièse test pour récupérer ma div. .class list.add test 2 par exemple. Hop, ce code-là va venir ajouter une classe à l'intérieur de mon élément HTML. Si je retourne sur mon navigateur, je retrouve mon div id test. Il y a un problème ici. Ouf, nul, dièse test, c'est bien ça. Alors ça c'est étonnant. Et alors justement on va les débugger, je vais voir pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Que ça devrait. Du coup je peux reprendre ici document.querySelector le dièse test. Ça me retourne nul. Ah, parce que le code s'exécute dès le début. J'ai mis mon script dans le head, du coup il s'exécute avant qu'on le body soit affiché. Je vais le mettre ici à la fin. Hop, je reprends. Cette fois-ci, normalement, si je sélectionne et que je passe ma souris au-dessus, je vois bien que je récupère le div test. Donc là, mon élément, la classe test2 a été ajoutée. Ce que je peux faire, c'est clic droit. Alors c'est un peu petit, mais je peux pas agrandir ça. Il y a un break on, et du coup, on peut mettre des points d'arrêt sur différents trucs. Il y a le subtree modification, c'est dans le cas où il y a des modifications qui sont faites à l'intérieur de l'élément. Attribute modification, c'est celui qui va nous intéresser, c'est si on modifie les attributs de l'élément. Et node removal, c'est dans le cas où l'élément est supprimé. Si je clique sur attribute modification, j'ai un point d'arrêt qui s'affiche ici. Regardez dans mes sources, je n'ai pas de point d'arrêt à ce niveau-là. Si je recharge ma page, hop, ça ne fonctionne pas. Pourtant, ça devrait. Bon, je vais faire un petit peu autrement. Je sais pas pourquoi il veut pas. Euh... Insert adjacent HTML before end. Je vais rajouter du HTML. Je vais rajouter un span. Bonjour. Span. Hop, hop. Là, si je retourne dans mon code, je fais un break on subtree modification. Bon, il veut pas non plus. Normalement, il devrait se déclencher. Et on devrait s'arrêter sur le code qui change l'intérieur. Je sais pas, il y a un bug qui fait que ça ne veut pas. Bref, et il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer. C'était ici aussi pour retrouver un peu tout ce qui est événement, ce qui peut être pratique.
on a l'onglet Event Listener. Et du coup, on retrouve tous les événements qui existent sur l'élément sur lequel on a cliqué. Si par exemple, je rajoute un événement ici sur mon élément, donc add Event Listener click action, hop, console.log test. Hop, je retourne sur ma page. Là, cette fois-ci, je vois dans mes event listener qu'il y a un clic qui est prévu. Je vois qu'il est sur mon div test et je vois qu'il est défini dans script.js ligne 1. Je peux cliquer dessus, je retrouve mon événement. Alors, je vais regarder un peu, je vois qu'il y a quelques questions. La pile d'appel est en chronologie du plus ancien au plus bas, au plus nouveau, au plus haut. Alors non, c'est pas une question d'ancien ou de nouveau, c'est une question de niveau haut et niveau bas. En fait, on a une fonction qui va appeler une autre fonction, qui va appeler une autre fonction, etc. La fonction qui est déclenchée en première, c'est le niveau le plus haut. Elle va appeler elle-même une autre fonction qui est un niveau en dessous, qui elle-même va appeler une autre fonction qui est un niveau en dessous, jusqu'à arriver au dernier appel le plus bas, et donc on est au plus bas. Et du coup, la call stack montre en premier le niveau le plus bas pour remonter progressivement dans l'arbre d'exécution. On peut vérifier si on est plusieurs listeners sur un même élément. Oui, s'il y a plusieurs listeners, ils vont apparaître. Je peux en faire plusieurs sur le même élément, ils vont tous apparaître. Hop, j'en fais deux différents, enfin c'est exactement la même chose, mais ça fait deux listeners différents. Là, si je vais dans Event Listener, j'ai mes deux clics qui sont ici. Il y en a un qui est ligne 1 et il y en a un autre qui est ligne 4. Et on retrouve tous les événements. Si je fais un événement over, par exemple, on mouse over, hop, je reviens ici. Là, je vois que j'ai un autre événement, onMouseOver, qui est script ligne 8.